All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Le président, bonjour à tous. Bonjour aux partis participants. Bonjour à Monsieur Saïd. Monsieur le greffier, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire. Le greffier d'audience. Bonjour Monsieur le président, bonjour à tous. Deuxième situation en République centrafricaine. Affaire le procureur contre Ahmad Saïd Abdul-Khani, référence de l'affaire ICC 0114-0121. Et nous sommes en audience publique. Le président, très bien, merci. Ce matin, nous allons donc poursuivre les présentations des représentants des victimes. Donc, Maître Pellet, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'observation sur le fond à formuler dans le cadre de cette séance. Je formulerai l'ensemble de mes observations dans mes déclarations finales demain ou plus tard. Merci. Dans le délai qui m'a été octroyé de 30 minutes. Merci. Bien, très bien. Nous prenons bonne note de cela. Vous renoncez donc à faire une déclaration juste maintenant. Donc, je donne la parole à la défense. Maître Naouri, vous avez la parole. Et vous avez 3h30. Enfin, en tout cas, vous avez au moins 2 heures jusqu'à la pause. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons rappelé lors de notre discours d'ouverture, le récit de l'accusation est parcellaire, lacunaire et présente la réalité centrafricaine à travers un prisme simplificateur. Ce qui a pour conséquence que l'accusation omet des éléments importants pour la compréhension des événements. Il convient tout d'abord de s'intéresser aux tenants et aux aboutissants permettant de comprendre la situation qui prévalait sur le terrain pendant la période visée par les charges. Avant de se prononcer sur la qualification juridique de cette situation. Cette étape est cruciale parce que les conséquences juridiques qui découleront de la qualification de la situation, qui prévalait en RCA entre mars et septembre 2013, seront importantes concernant le fondement des charges alléguées par l'accusation, en particulier concernant des crimes de guerre. Et ma présentation sera appuyée par un PowerPoint, simplement pour lui donner un petit peu de structure. Il sera présenté sur Evidence 2. Alors, l'accusation, tout au long de son DCC et son PCB, pose comme postulat, premièrement, que la Seleka existe comme un groupe clair, hiérarchisé et structuré. Paragraphe 11 du DCC, paragraphe 18 du PCB. Et d'un groupe capable de mener des opérations coordonnées. Et deuxièmement, que cette structure perdure et qu'elle deviendrait l'État.
paragraphes 20 à 26 du PCB. En réalité, comme son nom l'indique, la Seleka est une simple coalition, ce qui signifie une alliance momentanée de personnes ou de groupes dans le but de faire entendre leur mécontentement, ici, contre la politique du président Bozizé. Cette alliance ne signifie pas que chacun de ses participants est d'accord sur la manière de résoudre le mécontentement. Par conséquent, une coalition ne postule pas une organisation. Et c'est pourquoi il nous appartient, dans les faits, concrètement, de nous intéresser à la Seleka pour savoir s'il s'agit d'un groupe armé. En particulier, puisque cette question n'a jamais été discutée contradictoirement, en se fondant sur des éléments concrets. La raison ayant motivé la création de ces groupes d'opposition. Alors, nous savons que les différents groupes qui composeront la coalition Seleka se sont créés en réaction au pouvoir en place sous le président Bozizé, pour tenter de permettre une vraie opposition démocratique. Et je renvoie à la pièce 93, 115, 141 et 148 de notre liste de preuves. Le nombre de groupes et donc de responsables se multiplie dans les années 2000. Pièces 93, 115 et 141. Ces groupes sont particulièrement nombreux. L'accusation dans son DCC, paragraphe 11, et son PCB, paragraphe 13, donne une vision simpliste de ces groupes, qui se formeront en alliance circonstancielle, la Seleka. Elle ne présente ni ses spécificités, ni les problèmes de leadership. Nous développerons donc ici toutes les luttes internes. Nous n'aurons pas la possibilité de développer toutes les luttes internes et toutes les contradictions qui existent, mais nous en allons faire un petit tour d'horizon. Nous allons nous intéresser à la paternité revendiquée de certains de ces groupes, puisque la saga est complexe et alambiquée, et que cette saga a été documentée. Nous choisirons donc les exemples les plus révélateurs de manque de cohésion et d'homogénéité au sein de ces groupes. Le premier groupe, la création du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC, le 15 juin 2004. Le premier président du FDPC serait Abdoulaye Miskine. Il aurait créé le FDPC le 15 juin 2004 et il signe un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement de Bozizé le 2 février 2007. À partir de ce moment, le sort du FDPC est très fluctuant. D'abord, comme l'accord de paix ne sera pas respecté par le président Bozizé, le FPCP lancera une attaque contre les FACA, ce qui débouchera sur un nouvel accord le 3 juillet 2009, pièce 50. Puis, les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Parce qu'en janvier 2012, Abdoulaye Miskine va combattre aux côtés des FACA. Donc en janvier 2012, Abdoulaye Miskine combat aux côtés des FACA, les forces du président Bozizé à ce moment-là, contre le FPR, le mouvement du général Baba Ladé, pièce 151. Ce qui n'empêchera pas Abdoulaye Miskine, par la suite, de participer à une réunion à Niamey en 2012
en présence notamment de Michel de Todja et de Joachim Kokaté, membres de la CPJP. Pièce 125. Dans les suites de Niamey, Abdoulaye Miskine, Michel de Todja et Joachim Kokaté auraient mis en place le FURCA, le Front uni pour la renaissance de la Centrafrique. Une première alliance pour lutter contre le président Bozizé le 15 mars 2012. Toutefois, Joachim Kokaté quitte directement cette alliance pour rejoindre le président Bozizé. Pièce 50. Plus tard, à l'automne 2012, Abdoulaye Miskine aurait aussi participé, au même titre que l'UFDR, la CPJP fondamentale et la CPSK, à la création de la Séléka. Pièce 151. Il était intéressant de noter qu'en mars 2013, Abdoulaye Miskine quittera la Séléka pour lutter contre celle-ci. Et que dans un communiqué du 10 septembre 2013, Abdoulaye Miskine annoncera que son parti, le FDPC, rejoint le FROCA, le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique, qui est un mouvement associé au président Bozizé. Ici, nous avons donc le parfait exemple de l'opportunisme des guides des différents groupes et des différentes factions. Abdoulaye Miskine changeant d'alliance en fonction de l'évolution de la situation en RCA. Pièce 151. Intéressons-nous maintenant à l'Union des forces républicaines, l'UFR. Florent Nadjer se présente comme le leader de l'UFR, qu'il aurait créé après avoir été arrêté et torturé par le président Bozizé. Pièce 82. Il aurait signé l'accord de paix global le 15 décembre 2008 au nom de l'UFR. Toutefois, les preuves de l'existence de son groupe sur le terrain seraient maigres. Et les représentants du DDR, donc des services responsables du désarmement, auraient reconnu que ce groupe n'a jamais vraiment existé. Pièce 141. Il est intéressant de noter que nous disposons d'éléments contradictoires. Certains témoins sachants indiquent quant à eux que l'UFR n'aurait pas fait partie de la Séléka. Pièce 131, ligne 260. D'autres sources indiquent encore que la coalition circonstancielle avait bénéficié d'un soutien intermittent du FR. Pièce 45. Intéressons-nous maintenant à la création de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, l'UFDR, et les luttes internes au sein de ce mouvement, qui aurait a priori été constitué le 14 septembre 2006. L'UFDR est l'un des groupes les plus emblématiques qui participera ensuite à la coalition dite Séléka. Mais c'est aussi l'un des groupes pour lesquels les contradictions sont nombreuses. Les éléments dont nous disposons établissent des informations très différentes quant à la paternité du groupe et quant à ses membres, qui ne cessent de s'opposer et de lutter les uns avec les autres. Je vous renvoie sur ce point notamment aux éléments suivants. P413, paragraphe 48, pièce 320,
lignes 852 à 855, pièce 141, pages 430 à 432, pièce 131, page 125, pièce 50, pages 163 et 164, pièce 86, pièce 125 et pièce 320, pages 980 et 985 et 999. Prenons un exemple. Certains témoins indiquent que l'UFDR a été créé par Michel de Todja et Daman Zakaria en 2006, notamment P413 et P1019. D'autres sources bien informées expliquent qu'à l'origine, les groupes composant cette union seraient composés d'hommes en armes, de zones rurales et non centralisées, nouant des alliances flexibles avant de se transformer en rebelles. Pièce 141, page 430. En raison de l'enjeu monétaire, des affrontements entre différents groupes vont avoir lieu. Et c'est ça qui aurait conduit, après 2005, des leaders Goula, dont Draman Zakaria, à faire une alliance avec Abakar Saboné, un ancien libérateur s'étant retourné contre le président Bozizé. Or, comme Abakar Saboné est à Cotonou, dans les faits, il semblerait que ce soit Daman Zakaria qui soit en réalité le leader de l'UFDR. Pièce 141. D'autres sources encore indiquent que l'UFDR aurait été dirigé par Florent Nadjer, qui aurait revendiqué des attaques ayant eu lieu entre 2005 et 2007. Pièce 131, page 125. Il est intéressant de noter aussi que pendant que Michel de Todja est incarcéré avec Abakar Sabon au Bénin, Damané Zakaria signe un accord de paix avec Bangui en avril 2007. Suite à quoi, Damané Zakaria fut nommé au gouvernement du président Bozizé, ce que désapprouva Michel de Todja et ce qui conduisit à des affrontements entre factions rivales de l'UFDR. Pièce 50. Michel de Todja prononça la radiation de Damané Zakaria en mai 2008 et le remplaça par Younous Omar et Joseph Zundeko. Pièce 50. Il est intéressant de noter aussi que peu de temps après juin 2008, Abakar Saboné quitte l'UFDR dont il était le porte-parole pour reprendre le MLCJ en 2008. Pièce 50. Et qu'Abakar Saboné changera de camp de nombreuses fois. Pièce 125. Ces éléments démontrent bien qu'au sein d'un même groupe, il y a souvent des forts désaccords et qu'il est quasiment impossible d'établir qui dirige le groupe, puisque la finalité des uns et des autres est l'accession à un poste de pouvoir rémunérateur. La création, maintenant, de la Convention des Patriotes pour la justice et la paix, la CPJP, fin 2008.
La CPJP n'a jamais fait l'unanimité et son fonctionnement interne est défini par des luttes de pouvoir constantes. Une source, dans une position unique, indique qu'en 2008, Dafan aurait créé la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, la CPJP, avec Noureddin Adam, qu'il s'agirait d'un parti politique. P413, paragraphes 49 et 51. Plus exactement, la CPJP aurait été créée par Dafan et Issa Bourma, l'oncle de Noureddin Adam. P413, paragraphes 53 et 54. Dafan serait alors à la tête du côté politique de la CPJP. Mais il n'aurait pas été au courant que Noureddin et Ali Mahamat Daba et Al-Bachar Fadoul, dont le père est l'oncle de la mère de Dafan, organisaient des combattants sur le terrain. P413, paragraphe 60. D'autres témoins bien informés indiquent que la CPJP aurait été créée par Noureddin Adam et Abdoulaye Hissène. Pièce 321, page 10-28. Et que c'est entre ces hommes qu'il y a eu un désaccord tel qui a abouti sur la création des deux ailes de la CPJP. P291, paragraphe 51. Et qu'ensuite, Charles Massy aurait récupéré le mouvement. Ce ne serait qu'à la suite du décès de Charles Massy qu'Abdoulaye Hissène et Noureddin Adam entreraient en conflit pour être à la tête de la CPJP. P413, paragraphe 61. Pour d'autres, la CPJP aurait été créée par Charles Massy, après avoir été ministre sous le président Bozizé. Pièce 141, page 432. Quant à Abdoulaye Hissène, il serait resté à la CPJP pour s'allier au président Bozizé afin de combattre la Séléka. Nous dit P 1019, page 1029. Il est intéressant de noter que certains éléments indiquent que l'UFDR et la CPJP, pourtant alliés temporairement au sein de la Séléka, se seraient longtemps affrontés sur des fonds de tensions ethniques entre Goula et Runga pour le contrôle des territoires et des ressources. Pièce 45, page 1892. Les nombreux éléments à notre disposition démontrent tant le chaos interne au sein de la CPJP, que concernant des rapports avec les autres groupes. Et je renvoie ici à la pièce 141, page 432, pièce 45, page 1892, pièce 47, page 27, pièce 50, page 163, pièce 35, page 249, pièce 72, pièce 68, et au témoignage de P291, paragraphe 51. Finalement, qui de Abdoulaye Hissène, Noureddin Adam, Charles Massy et Mahamad Zakaria aurait fondé le CPJP et en était à sa tête?
Qui avait la capacité de signer des accords au nom de la CPJP? Impossible de le savoir. Un mot enfin sur la création de la Convention patriotique du salut du Caudreau, la CPSK, en juin 2012. Daphane aurait fondé la CPSK en juin 2012 après avoir fait partie de la CPJP. Pièce 50, page 164 et pièce 12. Or, d'autres éléments au dossier démontrent que Daphane a fait partie de l'UFDR à titre personnel, sans groupe propre à lui, et que la CPSK n'a jamais existé. Pièce 321, page 10-31. Pour certains, Daphane aurait simplement coordonné l'action entre les anciens compagnons du président Bozizé qui avaient fui et l'UFDR. Pièce 320, page 998. Quoi qu'il en soit, les luttes de pouvoir internes entre Mohamed Moussa Daphane, Michel Dotodja et Noureddin Adam créent des situations cocasses et difficiles à suivre. Même bien longtemps avant mars 2013. Nous renvoyons aux éléments suivants, pièce 125, pièce 385, pièce 50, 77, pièce 77, pièce 143, pièce 112 et pièce 95. Chaque groupe qui fera partie de la coalition connaît donc, depuis les débuts, des luttes internes. Or, l'accusation ne le mentionne pas. Elle agit comme si les différents groupes étaient clairement définis et qu'ils avaient la capacité de se coordonner. Or, rien ne pourrait être plus loin de la réalité. Par exemple, pourquoi l'accusation ne mentionne pas que la CPJP s'est créée de manière indépendante de l'UFDR et que dès les débuts, il y a des luttes pour prendre la tête de la CPJP? À l'analyse, il apparaît que ces groupes sont disparates et qu'il s'agit d'un énorme capharnaüm de différents groupes qui ne coexistent pas de manière pacifique. Les luttes internes et externes, auxquelles s'ajoutent les luttes pour la légitimité d'être reconnu comme opposant légitime au gouvernement, empêchent toute forme de coordination. Les degrés de division ne seront pas résolus par une coalition temporaire de ces différents groupes. Et c'est ça la Séléka. C'est une coalition circonstancielle en réaction du gouvernement du président Bozizé. L'unique élément qui va rapprocher de manière éphémère une partie de ces groupes qui opéraient indépendamment les uns des autres et étaient même, comme nous venons de le voir, parfois rivaux, était leur mécontentement vis-à-vis du président Bozizé. Il s'agit d'une coalition fourre-tout qui sera ensuite rejointe par plein de petits groupes différents. Pièce 27. Parfois qualifiée de mouvement régional, la Séléka n'était, selon Roland Marchal, chercheur du CERI Sciences Po, spécialiste de la Centrafrique, et je cite, « autre qu'une fédération de groupes armés, eux-mêmes faiblement structurés, sans réelle chaîne de commandement. » Pièce 113. Il n'existe donc
aucune hiérarchie entre les groupes de la Séléka. Les éléments composant les différents groupes sont éparpillés dans les différentes zones, voire dans d'autres mouvements, et ils sont en nombre insuffisant. Pièce 152. Il apparaît qu'en réalité, ces groupes se sont rassemblés en 2012 pour une seule raison. Pour participer au sommet de Libreville en janvier 2013, le 11 janvier 2013. Il convient de noter qu'en février 2013, soit un mois après les accords de Libreville, le clan présidentiel multiplie les provocations. Et en mars 2013, le président Bozizé ne respecte pas les accords de Libreville. Le président Bozizé annonce, lors d'une cérémonie pour célébrer ses 10 ans au pouvoir, être à nouveau candidat pour les élections à venir, en pleine contradiction avec les accords de Libreville. P291, paragraphe 58, pièce 407, pièce 146. Dans de telles circonstances, l'arrivée de la Séléka à Bangui n'est pas une opération militaire. Ce n'est même pas une opération coordonnée. L'accusation pose comme postulat que ce qu'il appelle la Séléka aurait réussi à prendre Bangui, et donc il s'agirait là de la preuve que la Séléka serait capable de s'organiser. Paragraphe 18 du PCB. Cette tentative d'explication a posteriori ne résiste pas à l'analyse. Les éléments de preuve auxquels l'accusation a accès démontrent que rien dans l'arrivée à Bangui n'était coordonné. Rien n'était organisé, rien n'était planifié. La preuve est claire. Ceux qui sont censés être les têtes pensantes de la Séléka, ceux qui sont censés être les donneurs d'ordre selon l'accusation, ont été pris en otage à Bambari par des éléments de l'UFDR. P1019, ligne 545 à 546, pièce 407, paragraphe 24, P291, paragraphe 13. Cette prise d'otage a eu lieu les jours précédant la descente vers Bangui, et pendant ce temps, ils étaient maintenus incommunicado. P291, paragraphe 63. Et ces soi-disant donneurs d'ordre ont appris à la radio que des groupes composant la Séléka se dirigeaient vers la ligne rouge et qu'elles étaient donc en direction de Bangui. P1019, page 1041, 1053, 1054 et 1061. Il ressort des témoignages qu'il n'est pas clair qui aurait donné un quelconque ordre. Pièce 321, ligne 573. Un témoin sachant dit clairement, et je cite, « Ce qui s'est passé entre la communauté internationale et le Séléka, c'est Dieu seul qui sait. » Pièce 321, ligne 1249 à 1251.
Dans un tel contexte, difficile de s'imaginer une quelconque chaîne de commandement. P1019, qui est une source bien informée, indique que le président Dotoja n'était pas au courant de la chaîne de commandement militaire, puisque ce dernier n'est arrivé à Bangui qu'après que les groupes composant l'alliance Seleka y sont arrivés. Pièce 320. Ligne 1508 à 1513. Et que le président Dotoja n'était pas au courant de ce qui s'était passé avant son entrée à Bangui. Pièce 320. Page 1008. Dans le même sens, aucun des hauts dignitaires de ce que serait la Seleka ne reçoit de rapport concernant les incidents impliquant des éléments sud-africains, pendant lesquels celui qui serait le SEMA, le chef d'état-major, Issa Isaka, serait blessé. Pièce 320, page 10-11, ligne 16-24. Ce n'est qu'une fois qu'Isaka se rend à Sibut que les leaders des partis les plus importants de la Seleka seront mis au courant de cet incident isolé. Pièce 321, page 1059. Ce qui démontre bien l'absence de structure et de chaîne de communication. L'accusation préfère ignorer les témoignages, émanant pourtant de sources bien informées, et affirme dans son PCB que, je cite, « La prise de Bangui en mars 2013 a été soigneusement planifiée par des chefs militaires de haut rang de la Seleka, notamment le président Michel Dotoja, Noureddine Adam et Mohamed Moussa Dafan. » Fin de citation, paragraphe 19 du PCB. Et ce paragraphe 19 est fondé sur un seul témoin, le témoin P776. Alors, concernant le témoin P176, nous allons considérer que la décision de la Chambre le concernant, c'est-à-dire à partir du moment qu'il n'y avait plus de contact possible avec lui, est valable. Et donc que la Chambre ne s'appuiera pas sur sa déclaration. Cette information, venant de 776, tombe. En ce qui concerne P 1167, qui viendrait corroborer 776, et ce n'est pas dans le PCB que l'accusation y renvoie, mais au détour d'une requête déposée récemment, consciente de la faiblesse de son argumentation. Alors ce témoin, P1167, rapporte des oui-dire. Un oui-dire provenant d'une tierce personne dont elle-même aurait entendu dire ce qu'il se serait discuté. L'accusation estime pouvoir fonder une telle allégation sur la déclaration d'une source anonyme, dont une source à faible valeur probante, et sur un oui-dire, une autre source à faible valeur probante, alors qu'elle disposait dans sa preuve des éléments lui indiquant le contraire et qu'elle n'a pas jugé utile de soumettre à la Chambre. Et c'est toujours sur un oui-dire, rapporté par 1167,
que le procureur fonde son allégation, selon laquelle les chefs militaires précités se sont réunis pour élaborer le plan de l'opération. Or, P1167 indique clairement, paragraphe 27 à 33, qu'il aurait entendu parler du projet de, je cite, s'emparer de Bangui, par le biais d'une personne qu'il décrit comme un rebelle séléka qui avait lui-même entendu parler de ce projet par un colonel qui aurait participé à une réunion. Rien de tangible donc, que des oui-dire de second degré. Ce double oui-dire anonyme est la seule source utilisée par l'accusation qui permettrait d'élaborer qu'un plan aurait été fomenté par des groupes pour se rendre à Bangui. Alors que nous venons de voir que les éléments s'accumulent dans le sens contraire, notamment les dires des plus hauts responsables et des personnes les plus informées. Alors, une fois des groupes composant la Séléka arrivés à Bangui, que se passe-t-il? Michel de Todja, qui n'était pas à Bangui, se rend finalement à Bangui de Sibut, dans l'après-midi du 23 mars 2013. Pièce 320, pages 1007 et 1008. Et il est important de noter ici que la veille, Michel de Todja avait reçu le soutien des acteurs internationaux. Pièce 320, ligne 791 à 807. Ligne 624 à 658. Et ligne 747 à 802. Notamment le soutien de l'ambassadeur de France. Pièce 320, ligne 1898 à 1891. Pièce 329, ligne 268 à 272. Le 24 mars 2013, Michel de Todja s'autoproclame le président de la République et rapidement, la situation est formalisée, ce qui aboutit le 13 avril 2013 à la création du Conseil national de transition. Il s'agit donc de la création d'un gouvernement d'union nationale, pas d'un gouvernement séléka comme le prétend le procureur. Dès le 31 mars 2013, le président de Todja avait nommé un gouvernement d'union nationale. Je renvoie à la pièce 2004-1597, page 1605 à 1607, à la pièce 45 et à la pièce 407. Le gouvernement d'union nationale se compose de 34 ministres, dont seulement 9 qui sont officiellement affiliés à l'ex-Séléka. Pièce 45. Pourtant, l'accusation ne s'intéresse pas à la réalité de ce gouvernement, qui a été constitué par le président de Todja, et se concentre uniquement sur la nomination d'anciens membres de l'alliance qu'était la Séléka. Paragraphe 20 du PCB.
Mais si l'on analyse les éléments que l'accusation elle-même présente au soutien de cette affirmation, il apparaît clairement qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, constitué dans le respect de la Constitution et des accords de Libreville du 11 janvier 2013. Pièce 287. Un gouvernement avec Nicolas Tiangai en tant que Premier ministre. P291, qui est dans une position unique, indique d'ailleurs, et je cite, « Tous les groupes qui ont participé au sommet de Libreville étaient représentés dans le gouvernement de transition, y compris des ministres de l'ancien régime de Bozizé. » Paragraphe 75. En application du décret présidentiel numéro 13.011 à 13.09, c'est la pièce 2004-1597, des personnalités avec des profils d'experts dans leur domaine, des représentants de la société civile, ont aussi été nommés. Par exemple, Arsène Sendé, magistrat, devient ministre de la Justice. Ou Charles Armel Douban, l'ancien ambassadeur de la Centrafrique aux Nations Unies, devient ministre des Affaires étrangères. Pièce 407. Dans ces circonstances, parler d'un gouvernement Séléka ne recouvre aucune réalité. En ce qui concerne le Conseil national de sécurité, le procédé de l'accusation est le même. Elle mentionne uniquement que Noureddin Adam en était l'un des membres, mais omet de préciser que le décret présidentiel auquel se réfère pourtant l'accusation, en note de bas de page 57 du PCB, précise que ce conseil est composé de nombreux ministres représentant des affiliations très diverses. Sur 13 postes, seuls 3 anciens Séléka. Surtout, ce que ne vous dit pas l'accusation, c'est que le COMFORCE de la FOMAC, l'attaché de défense de l'ambassade de France et les représentants médiateurs chargés de la résolution de la crise centrafricaine font eux aussi partie de ce Conseil nationalité de sécurité, à titre consultatif. C'est comme si l'accusation faisait fi du contexte sécuritaire qui existait à Bangui au moment de la création de ce conseil, qui, comme son nom l'indique, est un Conseil national de sécurité. C'est aussi comme s'il faisait fi du contexte sécuritaire de manière globale et ses impacts. Le président de Toja n'a jamais nié le Conseil sécuritaire dès mars 2013 et que ce contexte était difficile. Que dès sa prise de fonction, des bandits et des individus spontanés se revendiquaient soudainement de la Séléka en espérant obtenir des avantages. Pièce 321, ligne 267 à 282. Pièce 149, page 2571. P 2841, paragraphe 83. P 2563, ligne 704. Pièce 155, pièce 153 et pièce 262.
Dans le même sens, tant le président de Toja que le Premier ministre Tiangai sont intervenus publiquement pour expliquer que les éléments qui se revendiquaient de l'ex-Séléka devaient être cantonnés pour éviter des problèmes de criminalité. Pièce 320, ligne 1778 à 1795, pièce 321, ligne 1468 à 1482. Il convient de noter aussi que des individus s'étaient emparés des armes et pillés en se faisant passer pour des éléments de la Séléka. Pièce 180, pièce 155. Comme le disait P234, un homme de loi, des gens sans foi ni loi se revendiquaient soudainement de la Séléka. P234, paragraphe 68. Le président de Toja décidait de tenter de désarmer les éléments de la coalition Séléka. Pièce 261, pièce 320, ligne 1776 à 1820, pièce 321, ligne 1474 à 1481 et ligne 1598 à 1609. Le président de Toja est ensuite allé à la rencontre des chefs de quartier pour organiser le désarmement dans les différents arrondissements de Bangui. Pièce 2. En mai 2013, le Premier ministre annonçait que les combattants en divagation, qu'ils soient de la Séléka ou d'anciens membres des FACA, n'étaient pas autorisés à détenir des armes et devaient les remettre dans les plus brefs délais, avant d'être casernés hors de Bangui. Pièce 45. Il convient de noter, le 12 septembre 2013, le président de Toja annonce la dissolution immédiate de la coalition Séléka. Pièce 26. Et il prend un décret pour formaliser cette dissolution. Pièce 160. L'article 2 du décret précise que tout individu agissant au nom de la Séléka et de la CPJP s'exposerait à des sanctions. Il apparaît donc que l'État n'a aucun impact sur les représentants des différents groupes présents à Bangui. Plus précisément, un expert commissionné par l'accusation dans l'affaire Yekatom et Nguessona indique, et je cite, « La Séléka étant une coalition circonstancielle de groupes armés, la réalité du pouvoir ne se trouvait pas dans le gouvernement de Michel de Toja / Nicolas Tiangai, mais chez les commandants. Parmi eux, la hiérarchie et la discipline étaient quasi inexistantes. D'une part, la Séléka était ingouvernable, du fait de son absence de discipline interne. D'autre part, elle n'était pas capable de gouverner, car les groupes armés qui la composaient n'avaient qu'un seul but, faire tomber le président Bozizé, et n'avaient pas de cadre capable de diriger le pays. À peine fonctionnel, le gouvernement n'avait pas d'autorité sur les commandants Séléka. Même les représentants politiques de la Séléka étaient sans influence sur les commandants, et entre eux, ceux-ci ne s'obéissaient guère.
les différents groupes armés ne reconnaissaient que l'autorité de leur chef direct. Pièce 407. Il s'agit d'un expert du procureur. Roland Marshall, lui aussi personne particulièrement bien informée, chargé de recherche au CNRS, explique concernant la Seleka, et je cite, « Il n'y a jamais eu de véritable contrôle au niveau politique. Il s'agit plutôt d'une fédération de groupes armés, eux-mêmes faiblement structurés, sans réelle chaîne de commandement. » Pièce 113. Dans le même sens, Clotaire Solé Sorongba dit clairement, et je cite, « Par contre, il est aisé d'affirmer avec force qu'après le 24 mars 2013, les chefs de guerre Seleka, ainsi que le président de la République Michel Dotodja, ont perdu le contrôle de leurs hommes, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. » Pièce 137, page 73. Il explique aussi que les soi-disant grades des différents personnages étaient auto-attribués. Et je cite, « Les combattants Seleka ne reconnaissaient aucune autorité hiérarchique et leur culture militaire était telle qu'ils avaient une préférence pour les grades de capitaine, colonel et général, qu'ils s'octroyaient. Et on pouvait voir un colonel assis à l'arrière d'un pick-up, avec un capitaine assis confortablement à la place du passager, du véhicule conduit par un général. Les cadres et hauts cadres de l'administration n'avaient aucune importance pour ces nouveaux maîtres. Fin de citation. Pièce 137, page 74. Témoignant devant le Congrès américain, un expert indiquait que, et je cite encore, « Il y a toujours eu peu de cohésion interne au sein du mouvement Seleka. La Seleka est née d'une coalition de combattants issus de groupes rebelles qui existaient depuis longtemps et qui sont historiquement opposés et est restée conflictuelle, sans troupes fidèles à des combattants individuels, avec seulement une hiérarchie lâche. Il n'y a pas d'agenda, d'idéologie ou de plateforme politique cohérent derrière le mouvement Seleka. À part, tout au plus, un sentiment général que le nord du pays a été historiquement négligé, mis à part le fait d'être majoritairement musulman et d'être motivé par l'opportunisme. Il n'y a pas grand-chose que les combattants du mouvement Seleka aient en commun. L'absence de contrôle interne fait qu'il est difficile pour les dirigeants politiques d'avoir le moindre impact sur les vestiges du mouvement. Pièce CAR-OTP 2081-0496, page 0531. Toujours dans le même sens, la défense renvoie à la pièce CAR-OTP 2001-1767, page 1779, à P291, paragraphe 80, à la pièce CAR-OTP 2081-0496, page 0531,
et à la pièce 113, page 7. Page 0007, pardon. Dans un tel contexte, il est très difficile de comprendre pourquoi l'accusation qualifie l'OCRB et le CEDAD de base Séléka, paragraphe 21 du PCB. À l'analyse, il apparaît que l'OCRB et le CEDAD s'inscrivent dans la structure étatique qui tente de fonctionner. Il ressort des éléments disponibles que l'OCRB est un office qui préexiste au gouvernement de Michel de Todja. Pièce 115, pièce 323, ligne 145 à 167, P 338, page 57-64 à 57-67. Cet office non seulement préexiste, mais s'inscrit dans la structure étatique. Et qui continue, malgré les circonstances difficiles, de lutter contre le grand banditisme. P 1167, paragraphe 59. Il convient de rappeler ici que l'OCRB est dirigé par le général Louis Mazinguet. Pièce 323, ligne 1460 à 1466, et pièce CAROTP 2034-1740. D'ailleurs, certains témoins tels que P19 qualifient M. Mazinguet comme le grand ténor de l'OCRB. Pièce 323, ligne 1460 à 1466. Et l'OCRB est placé sous l'autorité de la Direction générale de la police centrafricaine. Je renvoie ici à la pièce CAROTP 2034 3653, page 3654. La direction de la police générale centrafricaine, elle-même placée sous l'autorité du ministre de la Sécurité. Et je renvoie à la pièce CAROTP 2034 1740 et à la pièce 323, ligne 149 et ligne 190 à 199. L'OCRB est donc avant tout un commissariat de police qui s'inscrit dans la structure de l'État et qui doit intervenir dans une période fortement marquée par la criminalité et la délinquance. D'ailleurs, le témoin P1167, auquel l'accusation se réfère souvent, indique, et je cite, « L'OCRB était chargé d'intervenir en cas de crimes graves, dont des crimes violents, comme les vols à main armée. Le 114 est le numéro d'appel d'urgence de la police qui existait déjà par le passé. Le personnel de l'OCRB recevait des appels téléphoniques du public sur cette ligne. Les gens signalaient des infractions, principalement des vols, et les membres du personnel de l'OCRB intervenaient souvent sur place. Paragraphe 58. Il précise que l'OCRB avait à connaître, et je cite, habituellement de délits de droit commun entre citoyens, ainsi que de signalements de délits commis par la Séléka, tels que des vols et des pillages, sur lesquels les Séléka de l'OCRB intervenaient aussi.
paragraphe 59. Ce que confirme d'ailleurs un militaire français. Pièce KOTP 2116-0776. En ce qui concerne le mode de fonctionnement interne à l'OCRB, depuis mars 2013, il convient de rappeler ici qu'au tout début de la mise en place du pouvoir de transition, quasiment tous les FACA ou policiers avaient fui et que le manque d'effectifs est prégnant. Je renvoie à la pièce KOTP 2093-1185, ligne 1439 à 1453. L'OCRB est en sous-effectif. C'est la raison pour laquelle la position du gouvernement de transition était que même si les policiers titulaires reprenaient le travail, les autres éléments volontaires présents devaient rester en renfort dans le cadre du renforcement. Et c'est un témoin informé qui nous le dit. Et je renvoie à la pièce 323, ligne 1421 à 1453. Par conséquent, les personnes intervenant à l'OCRB, sous la direction de Mazinguer, n'étaient donc pas des sélékas, mais des volontaires qui l'assistaient dans une situation de chaos et de banditisme qui ne cessait de croître. Cette situation créa un capharnaüm au sein de l'OCRB, dans lequel il est impossible d'établir qui serait en charge et sans structure hiérarchique claire. Il est tout simplement impossible de savoir quelle était la structure hiérarchique. Il s'agit d'individus qui posent des actes dans un cadre de lutte contre le banditisme. P234, un sachant, dit clairement, et je cite, « Vous me demandez qui était à la tête de l'OCRB. C'est difficile à dire, comme ça changeait tout le temps. » Paragraphe 98. Et j'insiste sur ce témoin qui est particulièrement bien placé pour avoir ce type de propos. De la preuve même de l'accusation, il ressort un problème de fonctionnement structurel de l'OCRB, ce qui a pour conséquence qu'il est impossible de savoir qui serait le chef de l'OCRB. Nous y reviendrons plus tard. Mais il faut noter d'ores et déjà que l'OCRB collabore avec le procureur de la République. De nombreux témoins nous le disent. À l'analyse, il apparaît que malgré les faibles moyens à la disposition de l'OCRB et le chaos ambiant, l'OCRB a collaboré avec le procureur de la République, assurant que les arrestations et les détentions fassent l'objet d'un contrôle juridictionnel. Nous y reviendrons un petit peu plus en détail aujourd'hui, avec de nombreux témoignages à l'appui. Sur la population carcérale de l'OCRB, P2239 déclare, et je cite, « La plupart des autres prisonniers étaient tous des jeunes délinquants de la Séléka, accusés de cambriolage, trafic de stupéfiants et viol. » Paragraphe 48. P885 indique que, et je cite, « Les Sélékas qui commettaient des crimes étaient menés à l'OCRB. » Paragraphe 53. Et, il continue, « Qu'en cas d'arrestation d'un membre de la Séléka, on le conduisait à la SRI ou à l'OCRB. »
il y avait des policiers et des gendarmes dans ces locaux. La population locale nous appelait pour nous signaler des crimes. Paragraphe 49. P 2563, quant à lui, explique. En réponse à la question « Pouvez-vous nous donner un exemple du type d'infraction que les Séléka devaient commettre pour se retrouver emprisonnés à l'OCRB si vous en avez ?» Il répond « La plupart du temps, ils prenaient des affaires des gens, ils prenaient de la drogue, buvaient de l'alcool. » Il est donc difficile de comprendre sur quoi l'accusation se fonde pour considérer que l'OCRB serait une base Séléka, alors qu'il s'agit d'un lieu où des délinquants et des criminels, se prévalant de la Séléka, sont incarcérés. Étrange base de la Séléka, qui a pour fonction d'emprisonner des ex-Séléka ou des pillards se revendiquant Séléka, et de le soumettre à une procédure juridique normale, puisqu'ils sont présentés au procureur de la République. En ce qui concerne le CEDAD, l'ancien Bureau national de documentation, BND, devenu Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, il s'agit donc ici, au même titre que l'OCRB, d'une structure d'État. Alors, à l'analyse. Il apparaît que les premiers critères permettant de qualifier de conflit armé la situation en RCA entre mars et septembre 2013 ne sont pas réunis. L'accusation, sous couvert d'expressions génériques, telles que « la Séléka », ne peut contourner la réalité qu'il n'existe pas, entre mars et septembre 2013, de groupes organisés capables de mener des opérations militaires. La réalité est qu'une coalition regroupant une nébuleuse de groupes de mécontents de la présidence de Bozizé se sont dirigés vers Bangui pour faire part de ce mécontentement, ce qui a entraîné la démission de Bozizé. Et alors, entre mars et décembre 2013, un gouvernement de transition a tenté, dans un contexte de troubles et de tensions internes, d'endiguer les actes isolés et sporadiques de violence. D'ailleurs, le témoin P234, un homme de droit, dit la chose suivante. « Vous me demandez d'élaborer sur la chaîne de commandement des Séléka. Ça me fait rire. Quelle chaîne de commandement ? Je dois vous référer à De Todja pour lui demander de clarifier cela. Il y avait plusieurs nationalités dans les Séléka, comme les Tchadiens, les Soudanais, etc. Chacun de ces commandants avait ses hommes. On peut parler d'une dérégulation de la chaîne de commandement. » Fin de citation. Paragraphe 92. Puisque l'accusation n'a pas réussi à établir des motifs substantiels de croire qu'il existerait un conflit armé pendant la période des charges, qui concerne les événements qui se seraient déroulés à l'OCRB, toute allégation de crime de guerre ne peut être confirmée. Nous aborderons néanmoins la question de l'intensité et de la continuité alléguée du soi-disant conflit armé, ainsi de la question de savoir qui serait cette soi-disant autre partie au conflit.
afin de répondre de manière exhaustive aux arguments de l'accusation. Au sujet de la qualification juridique de la situation prévalant en RCA entre mars et septembre 2013, il convient de relever qu'une des bases du raisonnement de l'accusation est qu'il y aurait un conflit armé à caractère non international qui aurait débuté en décembre 2012 et qui se serait poursuivi de manière ininterrompue pendant toute la période des charges, entre ce qu'elle appelle d'une part la Seleka et de l'autre les pro-bosisés reconstitués en anti-Balaka. Paragraphes 8 et 9 du PCB. Sûrement, bien consciente de la faiblesse de son argumentation et de la déconnexion complète de sa position avec la réalité qui prévalait sur le terrain, l'accusation tente d'évacuer la difficulté du champ temporel du conflit armé dès les premiers paragraphes de son PCB, puisqu'elle commence par expliquer pourquoi le rapport de la commission d'enquête internationale sur la RCA des Nations Unies, ayant conclu qu'il n'y avait pas de conflit armé entre mars et septembre 2013, serait erroné. Dans ce rapport, les experts des Nations Unies, après une analyse factuelle minutieuse de la situation, ont estimé que le niveau des hostilités entre mars 2013 jusqu'au début décembre n'a pas atteint le niveau requis pour conclure qu'un conflit armé existait. Je renvoie ici à la pièce CAR-OTP 2001-70-17, paragraphe 86. L'accusation présente ce rapport comme s'il s'agit d'un document ou une position isolée, oubliant de préciser que la conclusion juridique de la commission d'enquête se fonde notamment sur une analyse des déclarations du CICR. ICRC, CICR. ICRC, CICR. En effet, le rapport de l'ONU souligne un changement de qualification juridique de la situation en RCA opéré par le CICR entre 2012 et 2013. En effet, en 2012, un conflit armé non international avait été identifié par le CICR, alors qu'en 2013, le CICR n'identifie aucun conflit armé et évoque désormais la présence en RCA non pas de combattants, mais je vais la citer en anglais, mais de weapon bearers, que le CICR invite à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, ne mentionnons donc pas l'existence d'obligations en matière de droit international humanitaire, ce qui aurait été le cas s'il y avait eu un conflit armé non international. L'accusation ne suit pas les conseils des Nations Unies et tente malgré tout, dans son DCC, d'établir qu'il y aurait eu, en 2013, un conflit armé non international de manière complètement déconnectée de la réalité des faits
et que personne, ni les Nations Unies, ni le CICR, ni les ONG spécialisées du DIH, du droit international humanitaire, ne vient soutenir. L'accusation renvoie aussi, en note de bas de page 31, à la décision de confirmation des charges dans l'affaire Yekatom et Nguessona, qui contredit sa position. Et je cite, « La Chambre considère qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'un conflit armé ne présentant pas un caractère international, au sens des alinéas D et F de l'article 8.2 du statut, s'est déroulé sur le territoire de la RCA de septembre 2013 jusqu'en décembre 2014, au moins entre la Séléka et les Anti-Balaka. Paragraphe 72 de l'écriture 18-403. Il est intéressant de noter que l'accusation se réfère dans les sections consacrées aux anti-Balaka dans le PCB, plus ou moins aux mêmes témoignages et éléments de preuve sur lesquels la Chambre, dans l'affaire Yekatom et Nguessona, s'était reposée pour décider que le conflit armé non international ne commençait qu'à partir de septembre 2013. Pourquoi aujourd'hui le résultat serait-il différent? Surtout, l'accusation omet d'indiquer que sa position n'est, à la connaissance de la défense, soutenue par aucune autre source qu'elle a pu identifier. Ainsi, en plus du rapport de l'ONU, du CICR et de la jurisprudence de cette Cour, qui contredisent la position de l'accusation, les professeurs Casey Malson et Haynes écrivent en 2018 dans la Hague Law Interpreted The Conduct of Hostilities under the Law of Armed Conflict qu'il existe de forts doutes qu'il existe en RCA un conflit armé après mars 2013. Page 54. Dans le même sens, Tillman Rodenhauser, dans Organizing Rebellion, en 2018, reprend à son compte les conclusions de la commission d'enquête des Nations Unies. Page 200. Le War Report annuel de 2013, publié par Oxford University, l'une des références en la matière, indique que la violence armée en RCA depuis avril 2013 ne constitue pas un conflit armé, conformément au droit international, comme les groupes impliqués ne remplissaient pas le critère de l'organisation. Page 105. Anissa Bellal, qui avait été conseillère juridique auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, écrit quant à elle en 2014 qu'avec la disparition effective de l'une des deux parties au conflit, le droit international humanitaire a cessé de s'appliquer en RCA à partir du 25 mars. Avec la disparition effective de l'une des deux parties au conflit. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que dans la suite du PCB, l'accusation soit bien en peine de démontrer son allégation. Ses propres éléments
soutenant le contraire. Ainsi, lorsque l'accusation affirme, à partir du paragraphe 32 de son PCB, que, je cite, « les forces proboscisées ont maintenu une structure de commandement efficace, adaptée aux circonstances en vigueur », fin de citation, elle renvoie à des sources qui toutes confirment que 1. Le mouvement anti-Balaka ne commence à s'organiser qu'à partir de l'été 2013. Et que surtout, deuxièmement, les affrontements n'ont commencé qu'en septembre 2013. Ainsi, pour prendre quelques exemples frappants, dans le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies de 2014, auquel l'accusation renvoie à la note de bas de page 82, il est mentionné que, je cite, « les premières traces des anti-Balaka ont été vues dans la ville de Bossangoa en septembre 2013. Mais c'est uniquement le 5 décembre 2013, quand ils ont attaqué Bangui, que les anti-Balaka ont démontré qu'ils avaient une capacité de mener une attaque militaire. » Paragraphe 286. C'est la pièce CAR-OTP 2001, 17. Le rapport de l'IPIS, auquel le procureur renvoie à la note de bas de page 82, confirme que, et je cite, « autour d'août 2013, le premier de ces groupes se sont formés, attaquant la Séléka dans ou autour de Bossangoa et Bouka en septembre. » Pièce 2001-5739, page 57-82. Dernier exemple. Quant aux témoins auxquels le procureur renvoie, la plupart soit ne mentionnent pas de date, soit ne parlent de début d'organisation des anti-Balaka qu'à partir de l'été 2013. L'un des témoins auquel l'accusation renvoie dans son PCB, P889, paragraphe 24, décrit la création de ce qu'il appelle un groupe d'autodéfense à Bangui, dont le mode d'action était de taper sur des casseroles lorsque des Séléka arrivaient dans le quartier. L'on est bien loin ici d'atteindre les critères d'un conflit armé, non international. Monsieur le Président, je vois l'heure, mais il me reste 1 minute pour conclure sur cette partie, si vous voulez bien. Juge président, je vous en prie. L'accusation n'est pas plus convaincante lorsqu'elle essaye de soutenir qu'il y aurait eu une continuité dans les combats dès après mars 2013. Elle-même indique que, 6 mois après l'éviction de Bozizé, les anti-Balaka menaient des attaques coordonnées et de plus en plus intenses contre la Séléka et les membres musulmans de la population civile dans l'ouest de la RCA, dont le point culminant est l'offensive du 5 décembre 2013 sur la ville de Bangui elle-même. Paragraphe 29 du PCB. Soit donc au mois de septembre, 6 mois après l'éviction de Bozizé, c'est au mois de septembre. Et elle poursuit que, fortes de leur réorganisation, les forces pro-Bozizé, comptant parmi elles certains éléments des FACA restés fidèles à Bozizé, sont parvenus à mener des attaques coordonnées au cours de la deuxième moitié de 2013, paragraphe 37, concédant de ce fait
qu'il n'y a aucun élément au soutien de l'existence d'un conflit armé avant l'été. De plus, le seul exemple que donne l'accusation avant septembre 2013 est contenu dans l'affirmation selon laquelle ces forces ont notamment lancé une roquette sur l'Assemblée nationale à Bangui dans l'objectif de perturber la deuxième investiture de Dotodja le 18 août 2013. Paragraphe 37. Or, il suffit de lire les témoignages auxquels renvoie le procureur pour comprendre que ce qu'il appelle ces forces, en essayant de créer le sentiment d'une énorme organisation, ce sont en réalité quelques anciens FACA qui n'auraient pas quitté Bangui en 2013 et se seraient cachés à Boyrab. Par exemple, 1119 parle de résistance symbolique des FACA locales à Boyrab. P119, paragraphe 67. En conclusion, ces actions localisées à Bangui, menées par une poignée d'individus seulement et franchement, menées par une poignée d'individus seulement, et ces actions sporadiques, selon la preuve du procureur lui-même, il y aurait eu 2 incidents, l'un en avril, l'autre en août. Ces actions ne peuvent décemment servir à justifier l'existence d'un conflit armé à caractère non international de la période allant de mars à septembre 2013. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Nouaouri. Je pense que vous méritez un peu de repos et nos interprètes aussi d'ailleurs. Nous allons donc faire une pause de 30 minutes. Donc, vous en aurez terminé vers 15 heures et donc il faudrait que le procureur soit prêt à présenter ses conclusions à partir de 15 heures. Soyez prêts, accusation. Merci. Donc, nous reprendrons à 11h34.